8 ans écopés par l'ancien ministre de la Justice, 3 ans pour les travaux forcés et 5 ans où Moutamba sera orgé pour les élections. Ça fait débat aujourd'hui. On parle de la rigueur de la cour des juges envers Constant Moutamba. Peut-être les juges devraient être cléments envers l'ancien ministre de la Justice. Aujourd'hui, il est condamné. 8 ans, c'est quand même beaucoup. Mais est-ce que cette condamnation, ça réside d'une réalité ou bien c'est une volonté politique? Même s'il y avait cette pression, on s'y attendait peut-être au changement d'une décision au niveau des juges. Mais nous sommes restés dans les statu quo. Moutamba est condamné aujourd'hui, mais aussi les modalités de sa condamnation, l'exécution de ce qu'on appelle les travaux forcés, ça fait débat aujourd'hui. Vous le savez, on dit que Moutamba aujourd'hui, il est un condamné hébergé dans une maison très luxueuse, alors que ça devait s'exécuter au niveau de la prison centrale de Makala. Messieurs et dames, toutes les réponses que vous êtes en train de se poser concernant les modalités, la condamnation de Constant Moutamba Tungunga, on en parle avec Maître Sédik Antumba. Il est pénaliste, criminologue, doctorant à l'université de Kinshasa, mais aussi secrétaire du consommateur lésé. Bonjour maître et bienvenue. Bonjour, merci de cette rencontre. Je ne passe pas ici comme avocat, même si je les suis, parce que vous avez essayé d'escamoter ma qualité. Ah voilà. Ça ne me dérange pas, mais néanmoins, l'essentiel, c'est que je remercie tous ceux qui fixent leur attention sur cet échange. Je crois que de cet échange en résulterait des choses absolument qui vont édifier le téléspectateur. Merci. Édifier les téléspectateurs. On avait déjà annoncé ça au début de cette semaine, qu'on avait tourné une émission, qu'on devait y revenir les samedis pour analyser la dernière décision du juge. Aujourd'hui, nous y sommes. Maître Sédik, la condamnation de Moutamba, 8 ans, 3 ans de travaux forcés, 5 ans où il sera orgé en ce qui concerne ses droits. Le plus nécessaire, le plus colossal, abyssal même. Quelle est votre analyse par rapport à ces décisions de la Cour de cassation liées à la condamnation de Constant Moutamba? Bon, au fait, il n'y a pas lieu d'analyser, de dire le contraire de ce que le juge a dit, puisque en ma qualité et mon titre respectif, voilà, je ne peux pas critiquer virilement la décision de la Cour. Elle est rendue telle qu'elle, on doit respect, mais la liberté d'opinion est garantie par la Constitution. Au-delà de la liberté d'opinion, Voltaire disait en son temps, je cite bien Voltaire, parce que sa parole fait foi, il disait, ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. Et ce n'est pas aussi pour autant que certaines personnes croient en la commission du détournement alors qu'elles sont de mauvaise foi, que ceux qui sont de bonne foi, au nombre desquels nous faisons partie, doivent se taire. C'est dans ce même cadre que disait d'ailleurs Fedor Dostoïevski, la tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion pour ne pas offenser les imbéciles. C'est les termes qu'il utilise. Les imbéciles. En fait,
nous observons seulement le cours normal des choses. Je note une chose en tant qu'analyste indépendant. D'abord, dans ces pays, on n'a pas un certain nombre de respect envers les institutions de la République. On n'a pas un certain nombre de respect, de compétences des institutions de la République. La Cour de cassation, en lisant au tréfonds son arrêt, elle s'arroge des compétences qui ne sont pas siennes. Je dirais, elle s'est arrogée des compétences qui ne sont pas siennes. Oh, comment ça? Mais, écoutez, lorsque la loi attribue au Conseil d'État la compétence de statuer sur le contentieux de référé précontractuel, jusqu'au point de dire que toutes les fois où il y a un marché public qui est conclu, mais lequel a violé les règles de transparence, de publicité, et qu'on est dans la phase de l'attribution du marché, de la signature du contrat, ainsi que de l'approbation, le Conseil d'État est compétent pour statuer sur la régularité du marché. Le juge pénal n'est pas le juge de pleine juridiction. C'est-à-dire que lorsque le marché a fait preuve d'une non-obtention de l'avis des non-objections, à savoir si le marché est régulier ou non. Mais en réalité, il n'y a pas déni de juge. Il y a un juge qui existe, à qui la loi a conféré le pouvoir de statuer sur la régularité du marché. Ça veut dire que même lorsque le juge pénal serait autrement saisi sur des questions de marché public, où il se pose des questions de régularité de certains procédés de marché, le juge pénal n'aura pas à s'arroger la compétence du juge administratif, qui est le juge, bien entendu, du marché, qui est à même de dire si le marché est régulé ou non, qui peut être saisi par voie de requête des personnes intéressées, même par voie de requête des autorités de tutelle. Voyez-vous? Par voie de requête des organismes publics. C'est la loi qui le prévoit. Et la loi donne même au Conseil d'État le pouvoir d'ordonner même l'extourne, le pouvoir d'annuler le marché, le pouvoir de suspendre même l'approbation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des confusions sur l'approbation, on dit mais l'approbation ici, elle est régulière ou irrégulière? Mais l'approbation implicite, comment on peut d'emblée estimer que l'approbation ne peut pas être obtenue parce que l'avis de non-objection n'avait pas été fait, alors qu'il y a un juge qui est compétent pour statuer sur la régularité du marché? Le caractère actif du juge pénal ne renvoie pas au fait de s'arroger de pouvoirs qui ne sont pas siennes. Donc, c'est tout à fait, je dirais, aberrant, M. Daniel Roland. Aberrant, parce que on aurait pu éviter ces désastres judiciaires. On aurait pu éviter, M. Daniel Roland, cette catastrophe dans le monde judiciaire. Plutôt que de l'éviter, on a préféré tuer la mouche qui est sur notre table avec le marteau
alors qu'on pouvait bien le faire par la main. Vous savez, monsieur Daniel Rolland, lorsque Voltaire dit que ceux qui sont capables de vous faire croire des absurdités, à des absurdités, peuvent vous faire commettre des atrocités, c'est vrai, c'est pas pour rien. Ce n'est pas non plus anodin. C'est justement parce que la répression peut emporter des conséquences absolument catastrophiques au point que l'on ne pourrait pas s'imaginer ainsi. Vous savez, monsieur Daniel Rolland, lorsque le juge dit que il y a un problème sur l'autorisation, le juge dit qu'il y a un problème sur l'autorisation d'abord spécialement acquise. Le juge tire l'intention criminelle de la précipitation avec laquelle Muntamba a mené le dossier. Je me pose la question, et les juges ajoutent encore que l'intention criminelle découle du fait d'avoir octroyé à une société plus de 30%. Mais même si le juge congolais de la Cour de cassation ne peut pas se rabattre sur la jurisprudence du tribunal de grande instance au motif qu'elle est dépourvue d'autorité sur lui, mais nous en tant que peuple, on sait à tout le moins que dans le dossier Kamere octroya à monsieur Djamal 100% des sommes d'argent requises pour la construction, n'est-ce pas, de maisons préfabriquées. Mais alors qu'ils furent condamnés au premier degré, au second degré, voici les raisonnements du juge. Le juge dit dans le dossier Kamere que même si les 100% ont été octroyés dans le contexte du marché de maisons préfabriquées, mais il se trouve que Djamal, qui a bénéficié de ces 100% du marché, contrairement à Muntamba qui a accordé que plus de 30% là, le juge dit, Djamal dit, il démontre des factures et dit que il est en train d'attendre le livrable. Mais de ces raisonnements-là, le juge a estimé que le fait d'être en attente de livrable et le fait aussi d'avoir accordé même les 100%, ça ne débouchait pas un certain détournement, parce que le détournement devrait consister en la désorientation du but, n'est-ce pas, auquel étaient rattachés ou affectés ces sommes d'argent, et le détournement devrait aussi consister en l'utilisation au bénéfice individuel, soit des Kamere, soit de M. Djamal. Et ça conduit à leur acquittement. Je ne le cite pas pour autant, je ne cite pas cette décision. Pour comparer les deux procès. En fait, je peux comparer, mais seulement pas pour imposer au juge de la Cour de cassation qu'il se serait référé, puisque les juges supérieurs ne se réfèrent pas des décisions des juges inférieurs. Ça, c'est évident. Mais c'est juste pour dire que le raisonnement du juge sur le point sur le point de l'octroi de plus de 30% d'argent ne se justifie pas. Parce que je vous ai dit, dans un chemin, dans le processus de conclusion de marché, lorsque quelqu'un donne 100% à la société, n'est-ce pas, qui a bénéficié du marché de gré à gré, est-ce que l'on peut considérer que l'octroi des 30% là, c'est ce qui cristallise les détournements? Pour que ça cristallise les détournements, il faut démontrer que ces 30%, M. Daniel Rolland, profitent individuellement à la société. Or, n'oublions pas, s'il vous plaît, que le marché n'avait pas encore été exécuté parce qu'il est suspendu par la CNRF. Et si la CNRF ne l'avait pas suspendu, et j'ai entendu des gens dire, écoutez, le détournement était cristallisé, tout ça. La décision du juge est moins riche en la doctrine, moins riche
en la jurisprudence et riche au raisonnement personnel du juge. On n'en disconvient pas. Mais seulement, vous lirez bien la décision de Kamuleta sur Matata Pognon. Vous remarquerez combien étaient louables les motivations du juge. Et ces motivations étaient tellement logiques qu'on n'avait pas pu critiquer le juge Kamuleta. Mais à la récente décision, j'ai vu le juge de la Cour de cassation, en tout cas, en train de pavaner sur les eaux profondes du marché public pour tirer la conclusion sur le détournement, alors qu'en principe, le juge ne faisait que s'arroger les pouvoirs du Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État, M. Daniel Roland, la loi reconnaît au Conseil d'État le pouvoir de statuer sur le contentieux de référé précontractuel des marchés publics. Même lorsque l'approbation est obtenue ou n'est pas encore obtenue, la loi dit que le Conseil d'État est compétent, même jusqu'à renvoyer, c'est-à-dire il repousse le délai de 10 jours que vous avez vu là. Quand la Première ministre ne statue pas, en dehors des jours, il y a approbation implicite. La loi dit que le Conseil d'État est compétent même de renvoyer à un délai d'1 mois cette même approbation-là. Donc c'était pour dire dans ces cas, si c'est une mauvaise interprétation de la loi par le Conseil d'État et comme par la Cour de cassation, c'est possible d'aller au niveau de la Cour constitutionnelle pour qu'il puisse avoir la Cour à son tour puisse interpréter cette loi. Non, en fait, en réalité, il faut avouer que la Cour constitutionnelle n'est pas, en principe, la Cour constitutionnelle ne peut pas être saisie dans ces domaines-là. La loi a déjà créé un juge compétent. Je vous ai dit la vérité dans le dossier des Moutamba. On a seulement voulu tuer la mouche avec les marteaux plutôt que de la tuer avec la main. Donc c'est ce qui a fait en sorte que lorsque vous avez vu les procès Moutamba être organisés, tout est parti si vite et vous remarquerez que plusieurs questions qui revenaient sur la table étaient des questions de marché public. Et c'était des questions qui touchaient beaucoup plus sur la régularité de marché public. Or, les questions relatives à la... Qui peut dire que tel ou tel autre marché n'était pas régulier? Ce n'est pas le juge pénal. C'est le juge du Conseil d'État. Et le Conseil d'État voit qu'il y a un juge qui s'arroge de ses pouvoirs pour tirer la question du détournement sous prétexte de l'autonomie du droit pénal, alors qu'en réalité, il y avait des questions clés auxquelles ne pouvait répondre que le juge administratif. Et si le juge administratif était saisi par voie de requête, est-ce que l'extourne que le juge a ordonné n'aurait pas abouti? Voyez-vous? Donc, je retiens seulement, pour ne pas aussi m'éterniser sur le dossier parce que l'arrêt est déjà prononcé, mais que l'on sache bien une chose. Autant que un seul arbre de baobab, grand soit-il, peut nous aider à fabriquer 1 million de tiges d'almettes, autant que quand viendra le temps, une seule tige d'almette peut brûler toute une forêt. Ça veut dire aussi que seul le temps est plus fort que les hommes, et seul le temps est plus fort que l'État. Et comme qui dirait d'ailleurs, que le fer est fort, mais le fait le fond. Et le fait est fort, mais l'eau l'éteint. Et l'eau est forte, mais le soleil la sèche. Et le soleil est fort, mais la nuit lui résiste. Donc vous comprenez avec moi, M. Daniel Roland, observons juste le temps, l'innocence de Constant Moutamba. Le juge a essayé de faire découler les détournements de certains procédés absolument chimériques qui ne se justifient pas sur le plan du droit au regard du principe de l'interprétation stricte du droit pénal et au regard du principe selon lequel nullum crimen nulla poena sine lege. Alors, Maître Cédric, aujourd'hui le débat autour des comment on appelle ça, la sentence condamnant Mutombo et Moutamba plutôt 8 ans, 3 ans
pour les travaux forcés et 5 ans où il sera orgé pour certains de ses droits, notamment liés aux élections. On parle d'un délinquant mineur. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent que Moutamba, comme délinquant mineur, ne pouvait pas mériter 8 ans, c'est beaucoup. D'autres, par exemple, disent qu'en termes de détournement, les travaux forcés, c'est condamnable de 10 ans à 20 ans, mais comment Moutamba aujourd'hui, on peut lui condamner à 8 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, d'un point de vue de précision, Moutamba a été condamné à 3 ans, n'est-ce pas, des travaux forcés. Et puis il a été condamné à 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction de droit de vote. C'est cela les cas. Ouais. En principe, juridiquement parlant, le travaux forcé, il est notoirement connu que c'est une peine prévue par les codes pénals congolais et lesquels codes pénals remontent d'il y a 40 ans, d'il y a plus de 40 ans. Puis, en 1940, il faut faire 1940 jusqu'en 2025, il y a plus d'un siècle. Voilà. Alors, vous comprenez que le juge congolais a préféré condamner Moutamba à la peine recommandée par la loi qui est, n'est-ce pas, des travaux forcés. Mais seulement lorsque le juge congolais a essayé de mousser considérablement la peine des travaux forcés qui est de 20 ans à 3 ans, il n'en a pas justifié les termes, n'est-ce pas, qui ont beaucoup plus pesé pour que l'on retienne des circonstances atténuantes à charge de Moutamba. Peut-être, pas question de philosopher, mais peut-être on estime que c'est par le fait que l'argent soit dans le compte et que l'argent n'était pas encore consommé à une autre chose, que l'on a procédé aussi ainsi. Et un autre élément que j'estime, c'est que, vous savez, Moutamba, le juge l'a condamné à 3 ans sans le justifier. Mais les 3 ans là, c'est les 3 ans de travaux forcés. Et les travaux forcés, en principe, la loi dit, les travaux forcés ne sont pas assimilables. C'est une peine qui n'est pas assimilable à la peine d'emprisonnement. C'est pas non plus une peine qui peut être confondue à la peine d'emprisonnement. Ça voudrait dire que le législateur entend exécuter ou entend que le ministère public exécute la peine des travaux forcés à des mesures ou à des mécanismes ou selon le mécanisme prévu par le règlement, n'est-ce pas, portant mesures d'exécution des travaux forcés. Mais il se trouve aussi que ces règlements, depuis que la loi avait recommandé qu'un règlement soit pris pour les mesures d'exécution des travaux forcés, aucun texte réglementaire n'a été, n'est-ce pas, pris pour que le travaux forcé puisse être exécuté au Congo. Je dirais même que la peine des travaux forcés est une peine qui est tombée presque en désuétude. En désuétude parce qu'il souffre d'application. Souvent, les peines qui tombent en désuétude viennent à être exécutées que lorsque une mesure, n'est-ce pas, effective de son application est prise. Mais pour les travaux forcés, ce n'est pas le cas. Et puis, un autre élément, c'est que la peine de travaux, la peine de 5 ans d'inéligibilité ne peut être exécutée que après l'exécution, n'est-ce pas, des travaux forcés. Mais il faut avouer que la sanction contre Moutamba politiquement, elle est d'autant plus sévère qu'elle a l'air de tuer la carrière de Moutamba, dans le sens où c'est après les 3 ans que Moutamba doit maintenant souffrir d'inéligibilité. Ça veut aussi dire que pendant les 5 ans, pendant les 3 ans, il est là, et puis après 3 ans, il commence l'inéligibilité. Mais comptons maintenant, on est en 2025. Ouais. 25 plus 3, ça fait 28. Alors, pendant 2028, Moutamba ne pourra pas postuler. Wow. Parce que c'est en 2028 qu'on commencera à courir, n'est-ce pas, le 5 ans d'inéligibilité. Faisons un exercice intellectuel un peu profond.
Quand on arrive en 2028, Moutamba ne peut pas postuler. Ça suppose qu'il doit attendre encore 5 ans. Ouais. Donc, c'est lui qui viendra comme président en 2028, sous réserve de dialogue et autres. En 2028, il doit passer ces 5 ans. Et c'est au terme de ces 5 ans-là, de ces mandats de 2028, que Moutamba pourrait venir pour postuler. C'est cela, non? Ouais. Bon. Maintenant, le problème est le suivant. La loi électorale, n'est-ce pas, dit que ne peut pas postuler celui qui a été condamné à la peine de servitude pénale pour des infractions de détournement. C'est le cas de Moutamba. Ça, c'est la loi. Parce que au-delà du fait que le juge ait prévu que nul ne peut, n'est-ce pas, Constant Moutamba connaît à la peine de travaux forcés de 3 ans et 5 ans d'inéligibilité, on ne peut pas ignorer le fait que la loi électorale prévoit une clause d'exclusion pour tous les condamnés à des peines de détournement, à la peine d'emprisonnement et autres. Donc, ça veut dire que voici comment le juge a scellé les sorts de Moutamba. C'est que quand Moutamba sort de la prison, il exécute les 5 ans. En 2033 hein, ou 32, en 2033, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Donc, en 2033, Moutamba viendra postuler. Mais quand il vient postuler, la CENI va lui opposer, n'est-ce pas, l'exclusion, non pas judiciaire, mais l'exclusion dont il souffre du fait de la loi électorale, qui exclut tous les condamnés à des peines de détournement, tous les condamnés, c'est-à-dire ne peut pas candidater au poste, à l'élection présidentielle. Double la souffrance pour Moutamba. Ça veut dire que le sort de Moutamba est scellé. Puisque là, la CENI voudra bien opposer à Moutamba la condamnation qui pèse sur lui. L'exécution de la condamnation à la peine de travaux forcés pour détournement. Mais regardez maintenant un autre exercice. C'est que quand la CENI rattrape Moutamba par cette condamnation, la seule solution qui demeure, en principe, c'est les gens, hein, excusez-moi, ouais. Comme je l'ai toujours dit, par gymnastique intellectuellement apépriste, les gens peuvent estimer que c'est la grâce présidentielle qui peut venir laver ou exempter Moutamba à l'interdiction, bien entendu, c'est-à-dire exempter Moutamba à l'inéligibilité. Non, en fait, ce n'est pas ça. Parce que la grâce présidentielle, c'est en fait une mesure de dispense à la peine d'emprisonnement et non à la peine de travaux forcés. Là, il n'y a pas de grâce présidentielle. En fait, la grâce, excusez-moi, peut-être que, en fait, ça c'est selon certains auteurs, hein, c'est pas moi qui pense ainsi. Mais si moi je dois penser à leur place, je dois estimer que la grâce présidentielle est une mesure de dispense que le président de la République accorde à tout condamné et c'est un pouvoir discrétionnaire qui lui est donné en faveur, bien entendu, de tous les condamnés, peu importe la peine. Même celui qui est condamné à la peine de mort, s'il n'est pas exécuté, qu'il est en prison, il peut bénéficier de la grâce présidentielle. La Constitution de la République, qui a prévu la grâce présidentielle, ne l'a pas limitée dans le temps. Ne l'a pas non plus limitée à des formes de peine bien précises. Vous voyez, non? Maintenant, le professeur Nyabiron Nesonga, n'est-ce pas, Raphaël, lui, il estime que la grâce présidentielle ne peut pas porter sur ne peut pas dispenser la personne de l'interdiction au droit d'inéligibilité et de vote. Voyez-vous? Donc, d'après lui, ça ne peut que produire ses effets sur le peine prévu à l'article 5, bien entendu. Mais les peines complémentaires ne peuvent pas être affectées par la grâce présidentielle. C'est un raisonnement. Mais, il faut avouer que la Constitution elle-même n'a pas prévu cette limite-là. Vous voyez? Pour la grâce présidentielle. Mais voici maintenant mon raisonnement. Mon raisonnement est le suivant. C'est que la grâce présidentielle ne dispense pas la personne, n'est-ce pas, comme Nyabion le pense, des peines complémentaires. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland? Mais si la grâce présidentielle peut être accordée à Moutamba, est-ce que cette grâce présidentielle peut exempter Moutamba à l'exercice de son droit politique d'éligibilité et de vote?
j'ai dit que même si la grâce présidentielle est accordée à un condamné, en principe, cette grâce présidentielle ne produit pas ses effets sur le casier judiciaire de la personne du condamné. Attention, les choses sont sérieuses. Le président de la République peut accorder... En fait, le droit, c'est ce qui doit être. La politique, c'est ce qui est. On sait qu'on est au Congo. Mais on doit dire les choses telles que ça doit d'abord se faire. Et que la population en soit aussi au courant. Le principe, M. Daniel Roland, c'est que si le président de la République accorde la grâce présidentielle à Moutamba, même aujourd'hui là, le président et même le juge, je crois qu'ils sont sans ignorer que la grâce présidentielle n'est pas une mesure qui efface la condamnation de la personne au casier judiciaire. Le condamné qui bénéficie de la grâce présidentielle garde son casier judiciaire entaché. Son casier judiciaire n'est pas intact. La grâce présidentielle ne produit ses effets que sur l'exécution de la peine et non sur l'effacement de la condamnation. Puisque il n'y a que deux mesures, attention, qui constituent le mesure, M. Daniel Roland, d'effacement de la condamnation dans le casier judiciaire. C'est lesquels? C'est la réhabilitation, ok? La réhabilitation ainsi que l'amnistie. Voyez-vous, ce sont les deux mécanismes qui peuvent avoir pour effet de rendre intact le casier judiciaire de la personne au point que il n'est plus entaché, il est resté blanc, n'est-ce pas, comme un blanc-seing. Maintenant, M. Daniel Roland, non seulement que le juge a scellé le sort de Moutamba par le 3 ans de travaux, par le 5 ans d'une éligibilité, mais le juge a encore scellé le sort de Moutamba par l'interdiction du bénéfice, n'est-ce pas? Par l'interdiction du bénéfice de la réhabilitation. Oh. Je vous ai dit, une personne qui a été condamnée en prison, s'il bénéficie de la grâce présidentielle ou après même l'exécution de la peine d'emprisonnement ou après même l'exécution de la peine de travaux forcés selon les cas, cette personne, 5 ans après sa condamnation, peut revenir à l'État pour solliciter que l'État puisse effacer la condamnation dans son casier judiciaire, qu'il puisse être réhabilité, en justifiant bien entendu le fait qu'il a été amendé et réinséré dans la société. En tout cas, tous les mécanismes d'amendement ont été absolument adéquats. Et dans ces contextes-là, M. Daniel Roland, la personne concernée peut bénéficier de cette réhabilitation-là. Mais on a un problème, c'est que la réhabilitation, en principe, si elle doit être sollicitée 5 ans après la condamnation, c'est qu'on doit estimer que c'est en 2033. Ok, que Moutamba pouvait solliciter même à l'État congolais comment qu'il puisse lever, n'est-ce pas, la condamnation pour être réhabilité dans la société. Mais comment il va le solliciter pendant que le jugement est assorti de l'exclusion au bénéfice de Moutamba, c'est-à-dire de l'exclusion du bénéfice de la réhabilitation? Ça veut dire le sort est triplement scellé. D'une part, le président de la République peut lui accorder la grâce présidentielle. Aujourd'hui, ça produirait ses effets que sur l'exécution, bien entendu, de ces travaux forcés-là, qui n'existaient pas jusqu'à aujourd'hui. Mais la grâce présidentielle n'aura pas d'effet sur les casiers judiciaires de Moutamba. La loi électorale interdit, n'est-ce pas, exclut de la candidature toute personne qui a été condamnée au détournement, qui a été condamnée à des infractions, à des peines de 5 ans, et ainsi de suite. Vous voyez-vous, M. Daniel Roland? Donc, ça veut dire que le sort de Moutamba est scellé. On a tué la mouche par le marteau. Alors que
Là, en tuant la mouche par le marteau, les dégâts seraient très fracassants. Maintenant, vous voyez que on pouvait utiliser la main, ça n'aurait pas emporté des dégâts collatéraux. La décision, elle est d'autant plus sévère parce que les gens voient que 3 ans, mais les gens ne jettent pas un regard considérable sur l'interdiction de la réhabilitation. Maintenant, l'amnistie d'ailleurs, il n'y a pas moyen, mais je peux prendre d'abord la dernière hypothèse, c'est que comme le sort de Moutamba est scellé par l'exclusion du bénéfice de la réhabilitation et qu'il peut bénéficier de la grâce présidentielle, il n'est pas non plus exclu pour Moutamba. Ça, c'est la seule possibilité qui lui reste. Parce que l'amnistie, elle est légale. L'amnistie, souvent, c'est pour des faits de guerre et autres. Mais l'amnistie, elle est légale. Il faut que la loi il faut que les parlementaires puissent prendre une loi qui amnistie la personne ou bien qui amnistie le fait commis par telle ou telle autre personne. Mais souvent, l'amnistie, c'est pour des faits de guerre, des faits politiques et autres. Mais les détournements, c'est une infraction de droit commun. Donc, la seule possibilité, en tant que juriste, avocat, je sais bien que la seule possibilité qui reste pour Moutamba, pour venir postuler, n'est-ce pas, ou concourir à un poste public, c'est celle de bénéficier de la revision. La révision, monsieur Daniel Roland, attention. La révision de quoi? Bien entendu, la révision, en fait, ce n'est pas un mécanisme de dispense comme l'amnistie, la grâce présidentielle, la réhabilitation. Attention, il est aussi interdit, n'est-ce pas? Moutamba est aussi exclu du bénéfice de la libération conditionnelle. Excusez-moi. Tout ministre de la justice, n'est-ce pas? Ouais. Et tout ministre de la défense est compétent pour accorder aux condamnés la dispense de l'exécution de la peine qui est prononcée par le juge, n'est-ce pas? Mais après avoir d'abord purgé les 1/4 de peine prononcée par ces juges-là. Ce n'est pas le cas avec vous. Et quand on vous accorde ces bénéfices, après 1/4 là, vous sortez de la prison, vous n'allez plus exécuter la peine. Maintenant, avec Moutamba, c'est que les bénéfices ou le pouvoir qu'avait le ministre de la Justice d'accorder à Moutamba la libération conditionnelle, même après l'exécution d'une année ou une année, 6 mois, 3 mois de la peine de travaux forcés en question, dans cette durée-là, le ministère de la Justice sont aussi cloués au pilori. Ils ne peuvent pas lui accorder cette dispense. La réhabilitation non plus. Voyez-vous? Mais je vous ai dit qu'il est possible seulement pour que la loi électorale ne vienne pas s'appliquer sur Moutamba, éventuellement, en les rattrapant, n'est-ce pas, sur des exclusions légales, il faut que Moutamba vienne bénéficier peut-être de ce qu'on appelle de la révision. Il va faire une requête en révision pour saisir le juge de la cassation, qui est exceptionnellement compétent quant à ce, afin que ces derniers puissent examiner l'erreur de fait, je ne dis pas de droit, puisse examiner que dans l'arrêt qui a été prononcé par la Cour de cassation, il y avait une erreur absolument de fait qui avait emporté le juge à apprécier le fait et à dire que le fait là sont qualifiés de détournement. Et donc Moutamba viendrait peut-être une année, 2 ans après l'exécution, saisir le juge de la Cour de cassation. En politique c'est possible, même en droit aussi bien sûr. Il sait le juge de la Cour de cassation, il dit au juge de la Cour de cassation, mais écoutez, j'ai été condamné à 3 ans et à 5 ans cloué au pilori, la CENI ne peut pas prendre ma candidature parce que j'ai été exclu, n'est-ce pas, de l'exercice des droits politiques, et donc par conséquent, je vous demande de me dispenser, c'est-à-dire de revoir l'arrêt qui m'avait condamné
parce qu'il y avait une erreur de fait sur l'appréciation de fait par le juge. Et le juge de la cassation peut aussi revenir sur cette décision avec le temps, parce qu'il y a deux voies bien entendu dans la révision, les rescindants et les récisoires. Maintenant, quand le juge apprécie, il voit que oui, exactement, en la forme ça tient, le juge va examiner le fond pour voir si Moutamba peut bénéficier de la révision de la décision qui a été prononcée. Et le juge, s'il réalise que le fait pour Moutamba de n'avoir pas pris l'avis de non-objection, le fait que l'argent ait été logé sur le compte de la société, le fait que le marché n'ait pas été exécuté et que ça a été peut-être intercepté par la Sénaref, cela ne constitue nullement le détournement, parce que l'existence du contrat et de l'autorisation ainsi que de l'approbation implicite constituent des actes qui régularisent au moins, constituent des actes qui laissent présumer qu'il y avait une bonne foi de Moutamba dans le processus de passation de ces marchés publics-là. Mais seulement il y avait une erreur qu'il avait commise. Or, le détournement ne peut pas être commis par omission que par, par commission. Donc, vous comprenez bien, monsieur Daniel Roland, que tel est le cas. Maintenant, pour ce qui est de Moutamba, je vous ai présenté la manière dont on l'a cloué plus de 3 fois. Donc, d'une part, par le juge, d'autre part, il s'est rattrapé par la CENI, et la CENI peut les rattraper à vie. Et la réhabilitation qu'il peut entendre avoir après l'exécution de la peine n'aura pas lieu. Donc, c'est regrettable, parce que là, le monstre, au-delà de vouloir que le monstre vive, c'est-à-dire le monstre, au-delà de vouloir qu'il prenne le temps dans son délai de validité, le monstre a voulu s'éterniser dans le temps. Ça veut dire que au-delà de 3 ans qu'il fera, au-delà du caractère monstrueux de ma décision, mais j'éternise cette décision dans le temps au point que je l'interdis. Je l'exclus du bénéfice de la réhabilitation. Je l'exclus du bénéfice de la libération conditionnelle. Vous voyez un peu que c'est grave. Et ce serait compliqué pour lui. Seulement, la révision comme voie de recours est possible pour Moutamba, mais après 3 ans. Ouais, on termine l'émission avec les modalités de l'exécution des travaux forcés. Ça fait débat aujourd'hui. On dit que la loi n'a jamais abordé les modalités, mais aussi les lieux ou bien l'endroit où un condamné des travaux forcés peut rester. Parce que Moutamba, on apprend qu'il n'est pas allé à la prison de Makala, mais il est dans une résidence surveillée. Les gens se posent la question, comment est-ce qu'un condamné des travaux forcés peut-il aller rester dans une résidence surveillée alors que le juge a déjà prononcé les verdicts? Merci beaucoup, monsieur Daniel Roland. J'avais commencé par vous dire que c'est lui qui est capable de nous faire croire des absurdités ou de nous faire croire à des absurdités, et aussi capable, n'est-ce pas, de nous faire commettre des atrocités. Je vous ai aussi dit que dans notre pays, il y a un problème. Il y a un problème, soit que les textes légaux sont mal rédigés, n'est-ce pas? Auquel cas, le juge et le ministère public sont absolument dans une zone d'inconfort pour bien apprécier la manière dont les choses doivent être faites. Pourquoi? Mais parce que, comment comprendre que le ministère public puisse ignorer le texte légaux? Mais comment comprendre, monsieur Daniel Roland, que le ministère public puisse ignorer que lorsque le condamné, c'est-à-dire les membres du gouvernement, sont poursuivis par lui, avant qu'il n'intervienne le jugement des condamnations, le ministère public, et au regard de la gravité de fait, est compétent de prendre toutes mesures coercitives et privatives de liberté contre les poursuivis. Et dès lors que le ministère public, et souvent ces mesures privatives de liberté, se soldent par les interdictions des sorties du territoire de la ville. Les mesures coercitives, en tout cas, la loi n'en indique pas. Mais la loi dit
que dès lors que le ministère public saisit la Cour de cassation, Monsieur Daniel Rolland, l'action publique est irrévocablement déclenchée. Et que l'action publique est vraiment déclenchée, le ministère public se trouve dessaisi. C'est-à-dire, aussitôt le réquisitoire du procureur est fait et que la Cour est saisie, je dis bien le réquisitoire du procureur est admis dans l'Assemblée nationale, on a autorisé, de l'autorisation à la requête du ministère public, la Cour est saisie, le ministère public se trouve totalement dessaisi du dossier, il ne peut plus poser des actes d'instruction dans le dossier, l'action publique est irrévocablement déclenchée et la loi dit que seule la Cour de cassation, pendant cette phase d'instruction du dossier, est compétente pour prendre des mesures privatives de liberté contre le poursuivi, le prévenu. Et après la clôture des débats, si la Cour, la loi dit encore, excusez-moi, pendant l'instruction, la loi dit que c'est la Cour de cassation est compétente pour prendre l'assignation à résidence surveillée. Ça veut dire que la résidence surveillée n'est pas la mesure qui rentre dans le champ ou dans la zone de compétence du ministère public. Parce que les compétences qu'il avait, qu'il tirait du code pénal, du code de procédure pénale congolais, ces compétences, on l'a dépouillé de ses compétences. C'est vrai que les règles relatives à la procédure pénale s'appliquent mutandis aussi à la Cour de cassation, mais attention, pour le justiciable de la Cour de cassation et pour ce qui concerne bien entendu le membre du gouvernement, autre que le Premier ministre, M. Daniel Rolland, le ministère public est dépouillé par la loi sur la Cour de cassation de toute compétence de prendre l'assignation à résidence surveillée ou un mandat, semble-t-il, un mandat tendant à mettre Moutamba en résidence surveillée. Parce que justement, la loi dit que devant la Cour de cassation, et on regarde la procédure, n'est-ce pas, relative à la Cour de cassation, la détention préventive, qui est une mesure de droit commun, que peut prendre le juge, n'est-ce pas, le tribunal ou les tribunaux, la cour d'appel, sur demande du ministère public, la loi dit que cette détention préventive-là est remplacée par l'assignation en résidence surveillée. Ça, c'est des 1. Il y a d'abord une nouveauté. Vous voyez? Donc, la nouveauté de cette mesure ne doit pas échapper à l'intelligence du ministère public. Parce que l'acte qu'il a pris est inexistant. Il fonde, d'où le ministère public fonde-t-il son pouvoir d'assigner ou de dire, de faire un mandat à l'effet d'assigner Moutamba à la résidence surveillée. D'où? Mais dès lors aussi que la loi dit que la détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée, ça veut dire que la détention préventive est une mesure qui intervient au cours de l'instruction et non après le prononcé de la décision. Mais je n'arrive pas à comprendre, à moins que je sois le seul à ne pas mieux comprendre les choses. Mais je crois que clara non sunt interpretanda. Un texte clair ne s'interprète pas. Parce que je ne peux pas comprendre que la loi puisse dépouiller le ministère public. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on a un problème. Soit il y a une crise des services publics. Le parlementaire, comment rédige-t-il les lois? Les lois ne s'adaptent pas aux réalités sociales congolaises. Parce que là, vous avez un condamné, mais il est condamné, comment on doit exécuter cette loi? La loi elle-même vous dit que les travaux forcés ne peuvent ni être assimilés, ni être confondus à la peine d'emprisonnement. Ça, c'est une chose, M. Daniel Rolland. Mais en même temps, la loi dit la détention préventive est assimilée à la résidence surveillée. Mais excusez-moi, M. Daniel Rolland.
même les téléspectateurs qui nous suivent. L'article 84 est clair. 77 aussi de la loi sur la Cour de cassation. Lorsqu'il est recommandé, M. Daniel Roland, que la détention préventive est remplacée par l'assignation de résidence surveillée, encore faut-il savoir, la détention préventive relève de la compétence de qui? La détention préventive relève de la compétence du juge. Le ministère, puisque la liberté individuelle est garantie par la Constitution, le ministère public n'a le pouvoir que d'astreindre la personne au mandat d'arrêt provisoire. Et après le mandat d'arrêt provisoire, à un terme de 5 jours. Le 5 jours au terme duquel le ministère public doit bien évidemment présenter la personne à la chambre du conseil du tribunal pour que ces derniers puissent autoriser la détention préventive qui a une durée de 15 jours. Au terme desquels, si l'instruction n'a pas fini, il peut encore solliciter au tribunal l'autorisation de confirmation, c'est-à-dire la confirmation de la détention préventive. Et si aussi, qu'il y a un terme d'1 mois ou 30 jours, et au terme desquels, si l'instruction n'a pas fini, le ministère public peut toujours solliciter au tribunal ou à la cour, selon les cas, selon qu'on est à la cour d'appel ou tribunal des grands tribunal de paix, il peut solliciter, bien entendu, l'ordonnance, n'est-ce pas, de prorogation de la détention préventive qui a une durée de 1 mois, et la prorogation peut se faire de mois en mois autant que dure l'instruction. Et toutes ces décisions-là sont autorisées par le juge. Alors, pour que le législateur puisse rester conforme à l'idée de la compétence exclusive de détention préventive attribuée au juge, le législateur a voulu que la compétence soit exclusivement reconnue à la Cour de cassation pour la détention préventive. Et il vous a dit que pour les justiciables de la Cour de cassation, la compétence est reconnue exclusivement à la Cour de cassation d'autoriser la détention préventive. Mais écoutez, cette fois-là, la dénomination change. On vous dit que la détention préventive est remplacée par la résidence surveillée ou l'assignation à résidence surveillée. Mais si la loi dit que la Cour de cassation est celle compétente, la loi utilise les termes celle compétente pour assigner en résidence surveillée. Est-ce que peut-on concevoir juridiquement la résidence surveillée intervenir après la condamnation? On dit non, parce que justement la résidence surveillée est une mesure d'instruction, excusez-moi, est une mesure privative est une mesure restrictive de liberté qui intervient au cours d'instruction. On ne peut pas dire aussi non plus comme ça, parce que la résidence surveillée est une mesure qui doit intervenir au cours de l'instruction. Voyez-vous, M. Roland? Mais ici, on est en phase de la condamnation. La Cour s'est dessaisie, elle a prononcé sa décision pour l'exécution de la peine de travaux forcés. Mais qu'advient-il? Le ministère public, quand il prend, au lieu de prendre le même mandat de dépôt, je ne sais pas trop, il prend le mandat, je saurais c'est un mandat, le mandat au fin, ou la réquisition, au fin d'assigner à résidence surveillée Moutamba. C'était ça en fait. Mais vous remarquerez que même au cours de l'instruction, parce que la Cour n'avait pas encore prononcé sa décision, le ministère public a sorti la réquisition au fin des résidences surveillées là, et puis il a dit que ce serait chez lui, bien entendu, à un lieu désigné par l'officier. Il a ordonné au général de pouvoir se retrouver le lieu d'exécution. Mais on peut bien comprendre que c'était au cours, bien entendu, avant la phase du prononcé de la décision. Mais même si la résidence surveillée doit intervenir avant la phase de prononcé de la décision, on ne peut pas ignorer que la résidence surveillée en question, le ministère public ne l'a pas sollicité à la Cour, dont la loi utilise les termes, n'est-ce pas, solus, les termes celle. Voyez-vous, il dit la Cour de cassation est celle compétente pour autoriser ou assigner à résidence surveillée. Et d'où tire-t-il le pouvoir d'assigner à résidence surveillée avant, bien entendu, le procès? Monsieur Daniel Roland, dis-moi, le ministère public s'en était arrogé, bien entendu, s'était arrogé de pouvoir qui
qui n'était pas sien. Il devrait, en principe et légalement parlant, solliciter de la Cour de cassation, avant le prononcer bien sûr, que la Cour autorise une résidence surveillée à Moutama, que la Cour assigne Moutama résidence surveillée. Avant le prononcer, la Cour pouvait le faire, bien évidemment. Mais, tel n'était pas le cas. Le ministère public a pris un acte. N'est-il pas là un acte qui viole flagramment la loi? N'est-il pas là un acte qui viole, n'est-ce pas, la loi, M. Roland? Voyez-vous, on reproche, nous sommes dans un procès où on reproche d'une manière ou d'une autre des violations systématiques des textes légaux, aussi bien par le juge que par le ministère public, que Moutamba pour la vie de non-objection, que la première ministre pour l'absence de l'approbation dans le délai. Tout ça, on va condamner. C'est un procès caractérisé par des violations manifestes de loi. Donc, le ministère public, même le président de la République, je suis président, je pose la question à M. Vondé, je lui dis, mais M. Vondé, vous avez pris la réquisition à résidence surveillée. Êtes-vous compétent de le faire? Qui vous avez autorisé? Sur base de quel texte vous vous fondez? Voyez-vous? Parce que la loi dit que la loi dit les mesures coercitives et privatives que le ministère peut prendre contre le prévenu, n'est-ce pas, judiciaire de la Cour de cassation, doivent être prises avant la saisine de la Cour, bien entendu, de la Cour de cassation. Mais dès lors que la Cour est saisie, il n'y a plus moyen. Ok, mais s'il n'y a plus moyen, monsieur, il va les faire comment? Donc, vous comprenez avec moi que le ministère public n'était pas compétent d'assigner un surveillé. Pourquoi? Parce que la résidence surveillée, elle est hantée, donc elle intervient avant la condamnation. Et dès lors que la condamnation est faite ici au Congo, maintenant, pour ce qui est de l'exécution de la peine, c'est que, en tout cas, il y a un imbroglio, n'est-ce pas, qui s'est dégagé de ce que le ministère public a fait par rapport au fait que, manquant les mesures d'exécution ou d'application de travaux forcés en RDC, le ministère public a préféré faire l'infaisable. En même temps, il faut avouer que ici au Congo, dans la pratique judiciaire, toutes les peines se résolvent en la peine d'emprisonnement. Vous avez la peine de mort qui, avant son exécution, n'est-ce pas, la personne passe son temps en prison. Elle n'est pas libre. Et quand il passe son temps en prison, on peut dire que, en attendant son exécution, bien entendu, la loi n'a pas dit qu'en attendant l'exécution, il va passer en prison. Mais dans la pratique judiciaire, c'est le cas. Parce qu'on ne peut pas te laisser errer ici et là, tout en estimant que vous avez troublé l'ordre public et que vous êtes devenu un danger public. Par conséquent, vous partez en prison. Dans la pratique toujours judiciaire, la peine de servitude pénale, n'est-ce pas, s'exécute toujours en prison. Là, c'est la loi qui dit. La peine de travaux forcés, manquant les mesures d'exécution, en réalité, cette peine-là, avant, parce que les mesures d'exécution n'existaient pas, elle souffre d'une certaine désuétude. Parce que, pourquoi la désuétude? Parce qu'elle souffre d'inapplication, manque de mesures d'application. Maintenant, en droit judiciaire, le juge, n'est-ce pas, quand il connaît la peine de travaux forcés, le ministère public conduit la personne à la prison. Vous voyez, M. Daniel Roland? En même temps, la peine d'amende, quand elle n'est pas payée, n'est-ce pas, elle est exécutée où? À la prison. Qu'est-ce qui est exécuté? L'amende est assimilée cette fois-là à la servitude pénale subsidiaire. Et vous verrez même, ainsi de suite, les travaux de la contrainte par corps, lorsque les dommages intérêts qui ne sont pas aussi de peine, mais de mesures simplement d'exécution, de mesures de pression, ils ne sont pas exécutés, l'agent va exécuter la contrainte par corps ou à la prison. Donc vous comprenez que toutes les peines se résolvent, n'est-ce pas, en la peine d'emprisonnement. Alors j'entends les gens confondre les travaux d'intérêt général ou les travaux d'intérêt général qu'effectue le prisonnier dans la prison avec les travaux forcés auxquels les prisonniers sont astreints. Vous voyez, exactement, en fait, les gens sont en train de confondre. Les travaux que font les prisons dans la prison, font les prisonniers dans la prison, ne sont pas les travaux forcés.
Parce que les travaux forcés, eux, n'ont pas de mesures d'exécution, de mesures d'application. Ce sont des travaux justement que les prisonniers font dans le cadre de la pénitence, vous voyez, au sein de la prison. Et il faut savoir aussi que la peine de travaux forcés, elle existe. Le juge, quand il veut appliquer une peine, il ne jette pas un regard considérable dans la Constitution qui dit que les travaux, qui dit que nul ne peut être astreint à des travaux, n'est-ce pas, forcés et autres, parce que la Constitution elle-même a accepté l'atténuation, bien entendu, de cet article 16 par l'article 122 ou 123, 122 bien entendu de la Constitution qui dit que les infractions, les peines sont du domaine de la loi. L'article 122 dit la loi fixe, n'est-ce pas, le matière relative aux infractions et aux peines. Maintenant, quand la loi vient ériger un comportement d'infraction et assortir cette infraction d'une peine des travaux forcés, cela n'est pas inconstitutionnel. Voyez-vous, monsieur Roland. Donc, c'est pour dire enfin que... Vous concluez directement, maître. C'est pour dire enfin qu'il n'y a pas moyen que l'on estime que la peine des travaux forcés va être exécutée. En principe, Moutamba pouvait justement, on pouvait désigner le lieu où il pouvait exécuter la peine des travaux forcés, dans le sens où, comme dans la pratique judiciaire, la peine de ceux qui exécutent, n'est-ce pas, la peine de travaux forcés sont envoyés en la prison ou dans la prison. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait nécessairement soit désigné un endroit pour que Moutamba y soit, n'est-ce pas, à titre d'emprisonnement. Mais je vois que ces raisonnements est aussi un peu cohérent, justement parce que la prison est déjà connue. Il y a la prison qui est connue, c'est vrai. Ce n'est pas aussi un péché. Pourquoi? Parce que les travaux forcés n'étant pas prévus et que le lieu d'exécution n'étant pas non plus prévu, on peut trouver un lieu d'enfermement. Parce que l'on estime, puisqu'il s'est dit tout bas que Moutamba a libéré les Koulouna et Moutamba a fait condamner les Koulouna. Moutamba est à la base de plusieurs Koulouna. D'ailleurs, le phénomène Koulouna, si ça s'est réduit davantage, c'est grâce à certaines pressions, populisme qu'il faisait sur l'application de la peine de mort. La peur que cela inspirait avait aussi réduit sensiblement ces phénomènes Koulouna. Mais néanmoins, vous voyez, depuis qu'il est emprisonné, le nombre considérable de Koulouna est actuellement croissant. Donc, du coup, on comprend que on pouvait bien évidemment trouver un endroit, même l'endroit où on a trouvé là. Ce n'est pas d'autant plus mauvais, mais seulement on n'aurait pas pu désigner cet endroit comme étant, excusez-moi bien, comme étant l'endroit à exécuter les lieux. Non, on ne pouvait pas les désigner comme une résidence surveillée. On pouvait justement dire que, en attendant que les mesures soient prises pour l'exécution de la peine des travaux forcés, Moutamba doit être enfermé à tel endroit. Ça pouvait être aussi simple. Parce qu'en réalité, ça aurait été un enfermement parce que l'exécution de la peine s'effectue par le ministère public. Voyez-vous, monsieur Nain Roland. Donc, j'estime pour ma part que Moutamba, que Dieu l'assiste, que les temps soient beaucoup plus forts et restent demeurent plus forts que l'État et les hommes. Vous voyez, les hommes vieillissent, les temps ne vieillissent point parce qu'il n'a point de limite. Alors, j'aurais bien voulu que Moutamba soit acquitté, mais malheureusement, la chanson d'acquittement s'est vouée à l'échec. Alors, le juge a condamné à 3 ans, on a aussi observé, mais un seul élément que je retenu, c'est qu'il y a eu des violations flagrantes des compétences. Aussi bien que le ministère public a violé la compétence de la Cour de cassation pour prendre des mesures des résidents surveillés, la Cour a aussi violé la compétence exclusive du Conseil d'État sur les contentieux des référés précontractuels pour examiner la régularité du marché. Alors, quand la Cour dit que tel marché est irrégulier ou tel marché est régulier, elle le dit en fonction de quoi? Parce que d'après elle, elle n'a pas vu l'avis des non-objections. Parce que d'après elle, est-ce que la Cour est la juridiction compétente qui peut dire que quand l'avis de non-objection n'est pas pris, l'approbation implicite ne peut pas l'être. La Cour peut être compétente de dire que quand l'avis de non-objection n'est pas pris, l'approbation implicite peut l'être. Elle ne l'est pas. Mais les irrégularités là, qui peut le constater pour annuler le marché ou pour annuler quoi que ce soit? C'était la Cour, excusez-moi, c'était le Conseil d'État.
Pourquoi? Parce que monsieur Daniel Roland, je l'ai dit et j'insiste sur ça, que la compétence de la régularité du marché ne relève pas de la compétence de la Cour de cassation. Les contrats doivent être annulés. L'autorisation, n'est-ce pas? L'autorisation parce que la Cour n'a pas non plus dit que l'autorisation là valait ou pas. Puisque la dame qui prétend être menacée par Constant Moutamba n'a jamais fait un retrait, c'est-à-dire retirer sa décision. Elle n'a jamais non plus procédé au dernier retrait à attaquer sa décision en nullité ou bien en faux. Mais du coup, la Cour prend de larges distances et de larges réserves sur ça. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions que l'on a oubliées, mais on a tout balancé. J'estime que c'est cela le cas. On a tout balancé. Maître Sedin Toumba, depuis le début de ces procès Moutamba, on était avec vous. Maître Sedin a tout expliqué. Les modalités, comment ça s'est déroulé jusqu'à la fin. Je pense que quiconque avait besoin des explications a été servi de la belle manière. On va voir l'évolution de ce procès. Moutamba est condamné aujourd'hui. Ce n'est plus un procès. Il est condamné. On va voir ce que ça va donner. L'avenir nous dira un peu plus. Sinon, Maître Sédic, merci encore. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur Daniel Roland. Comme je vous avais même dit tantôt, et je le répète pour le cas de Moutamba, même si ça fait mal, on ne tue pas la mouche qui est sur la table avec les marteaux. Ça occasionnera des dégâts collatéraux. On tue la mouche qui est sur la table avec la main pour que le résultat qu'on atteindra ne donne pas lieu à de dégâts absolument collatéraux. Et on aurait aussi, si et prochainement, je conseillerais même que de pareils dossiers, qu'on n'ignore pas que le contrat de marché public est un contrat de droit public. Ça bénéficie des clauses exorbitantes des puissances publiques. Ces contrats peuvent faire l'objet d'une résiliation unilatérale du ministre ou de l'autorité contractante sans mise en demeure, n'est-ce pas, d'une des parties. Ce qui peut nécessairement donner lieu à la restitution. Parce qu'il suffit seulement que la banque puisse constater qu'il y avait une résiliation unilatérale et que la banque puisse faire l'extone. L'extone serait fait sans problème. Donc, merci beaucoup, Maître Sédic. Une fois encore, je vous remercie pour cette invitation, de l'avoir reçu. Merci d'avoir répondu surtout à toutes nos questions et d'avoir donné des précisions quant à ces procès de Constant Moutamba. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette émission. Que vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles. Merci.